Bienvenue à Marseille pour ceux qui ne sont pas marseillais. Je dois vous parler donc du coup de la stimulation ovarienne hors FIV, FIV et TEC. Du coup, nous allons commencer déjà par quelques notions pour vous rappeler au final que la problématique de la fertilité va être de plus en plus importante dans les années à venir, vu que l'âge des premières grossesses ne fait que reculer. On est à 30 ans en 2010. 80 des couples vont réussir à concevoir dans la première année, 98% dans les 2 ans. Et au final, on se rend compte qu'on a à peu près un couple sur 6 ou un couple sur 4 qui viennent consulter pour une aide médicale à la procréation. Alors juste un petit rappel sur ce que c'est que l'aide médicale à la procréation, parce que c'est un peu le thème de notre journée. Donc en fait, le but, c'est de prendre en charge un couple hétérosexuel infertile et en âge de procréer, avec une infertilité qui a été médicalement prouvée. Donc je traite une pathologie, de prévenir des transmissions de maladies génétiques ou de prévenir des risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles, la préservation d'un potentiel de fertilité, et donc correspond à un processus qui correspond à une aide en dehors du processus naturel. Donc en pratique, une fois que j'ai un couple qui vient me voir, je vais prendre en charge leur infertilité. Vous avez une patiente qui vient en consultation et qui vous dit « je voudrais avoir un enfant dans l'année à venir ». Vous devez aussi, quoi qu'il en soit, quel que soit ce délai, dépister des facteurs de risque d'hypofertilité et de se dire celle-là je vais la surveiller et pas la laisser traîner dans la nature. Donc pour les patientes, c'est souvent lié à l'âge, au poids, aux troubles du cycle ou à des antécédents de chirurgie pelvienne ou d'infection pelvienne. Chez l'homme, ça sera l'âge et les antécédents urologiques tels que la cryptorchidie, les antécédents de testicules ascenseurs ou des expositions toxiques comme les agriculteurs avec les pesticides. Et chez le couple, optimiser des rapports, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on a des troubles souvent de la fréquence des rapports, parler de la fenêtre de fécondité et ainsi de suite. Mettre en place des mesures préconceptionnelles, donc ce qui est mise à jour des vaccinations, l'instauration de l'acide folique chez les patientes et l'arrêt des toxiques. Donc une fois qu'on a fait tout ça et qu'on rentre dans la stimulation, on a 2 types de stimulation, donc la FIV ou les stimulations hors FIV où on a les inductions simples et les inséminations. Je voulais vous montrer en fait, vous l'illustrer avec des cas cliniques. Le premier cas clinique, c'était une patiente que j'avais suivie à l'hôpital d'Aix-en-Provence qui avait une infertilité primaire de 6 mois. Elle avait 32 ans, elle avait des règles régulières jusqu'à 99 où elle a fait une anorexie mentale et donc du coup une aménorrhée secondaire. Depuis 99, lui, il n'avait rien de particulier. Donc on a fait un premier bilan pour ce couple, puisqu'en fait la problématique essentielle, c'était une aménorrhée secondaire dans un contexte du trouble du comportement alimentaire. Donc le bilan qui avait été réalisé, c'était un test du faston, un bilan hormonal, une échographie, une hystérosalpingographie, les sérologies et monsieur son spermogramme. On a donc eu en résultat un test du faston négatif, des ovaires d'alluropK à l'échographie, un bilan hormonal qui montrait une LH effondrée avec un œstradiol bas, ce qui laissait supposer une atteinte un hypogonatrope, et une AMH à 6, donc ce qui confirme l'OPK. Monsieur avait un spermogramme qui était strictement normal. Donc on a complété son bilan chez cette dame, on avait un hypogonadisme hypogonadotrope avec un OPK maigre, donc qui a été complété et confirmé par l'endocrino. Monsieur, on n'a rien fait de particulier de plus et on s'est dit on va la stimuler. Donc on a commencé par faire une induction simple de l'ovulation. Donc juste vous rappeler quand est-ce qu'on fait ce genre de stimulation, dans les cas d'infertilité inexpliquée, les délais qui sont un petit peu des délais d'infertilité courts, des pathologies ovulatoires, donc les dysovulations type OPK ou type OPK en général, et il s'agit d'une stimulation ovarienne qui est contrôlée. On veut 1 ou 2 follicules grand maximum avec programmation des rapports sexuels. Donc globalement, vous allez dire au couple quand est-ce qu'il faut avoir des rapports au cours de la stimulation. Évidemment, il faut des trompes perméables, évidemment, il faut un spermogramme qui est quasiment normal, et la patiente, en général, on a tendance à s'en occuper quand elles ont moins de 35 ans. Après, ça se discute aussi en fonction des insuffisances ovariennes. Donc on a différents types de traitements. On a le clomide qui a l'avantage d'être qui est une prise par comprimé, donc c'est assez facile pour la patiente. Ça n'est adressé qu'aux patientes qui sont OPK. On a des gonadotrophines, donc on a 2 types de gonadotrophines. On a les FSH recombinantes, par exemple le Gonalef, le Purigon, Benfola. On a des gonadotrophines associées à de la LH comme le Ménopure ou Fertistarts. On va avoir la pompe à LHRH aussi. En cas de stimulation de l'ovulation. Donc dans les modalités, globalement, on fait tous, selon les centres, mais en général, on fait une échographie en fin de cycle ou en début de cycle. On débute la stimulation entre le 2e jour et le 4e jour, et puis on va faire une surveillance biologique et échographique pour voir comment évolue cette stimulation. Dès que j'ai des follicules qui commencent à dépasser 12 mm, moi en général, je commence à redonner un rythme des rapports et on déclenche ou non l'ovulation dès qu'on a un follicule entre 18 et 22 mm. Ça dépend des centres aussi, si on a tendance à laisser ovuler la patiente et on cadre du coup les rapports en fonction de l'ovulation.
Donc là, c'est un exemple de donc pour cette patiente, ce qu'on avait fait. Donc, est-ce qu'elle rentrait dans le compte? Est-ce on aurait pu lui donner du clomide? C'était tentant puisqu'elle avait un profil plutôt OPK. Est-ce qu'on aurait pu donner de la gonadotrophine? C'est ce qui a été le cas puisque vous le voyez sur la fiche de stimulation. Pardon, je ne sais plus comment on fait le pointeur? Oui. Au-dessus. Pardon. Elle a été stimulée avec de la FSH à 75 unités. Dans ce contexte-là, c'était du Gonalef. Est-ce qu'elle rentrait dans la pompe à LHRH? On en discutera après, mais a priori, oui, vu le profil. Donc, on l'a stimulée à 75 unités. On a commencé les contrôles au 8e jour de la stimulation. Et on voit sur sa réponse qu'elle commençait déjà à avoir 3 follicules entre 12 et 11 mm. Et j'avais à peu près 40 follicules au total. On a continué à la surveiller régulièrement et puis on a tous ces petits follicules qui ont continué à grandir et on s'est retrouvé qu'en fait dans une hyperstimulation ovarienne, donc on a tout stoppé. Elle a été stimulée qu'avec de la FSH. Donc cette dame, je vous rappelle, elle avait un hypogonadisme hypogonadotrope, ce qui était une aménorrhée hypothalamique sur un trouble du comportement alimentaire. Donc il aurait fallu au final lui donner un peu de LH pour pouvoir atrésier ses follicules. Et donc du coup, on est parti, la deuxième tentative, plutôt sur une pompe à LHRH qui a permis à son ovulation. Donc là, en fait, on a eu une petite erreur de prise en charge parce que la patiente n'était pas là. Donc on n'a pas pu la surveiller entre les deux échographies. Donc là, elle commençait à avoir son recrutement, une augmentation de son œstrogène avec de la LH à 9. Et puis progressivement, on est venu à une ovulation. Donc on a eu de la chance, elle est enceinte. Donc elle a eu une grossesse sous pompe. Malheureusement, ça a été une fausse couche tardive à 21 semaines. On peut faire sur des patientes aussi des inséminations dans un contexte où j'ai par exemple un échec d'induction simple d'ovulation ou des anomalies plutôt spermatiques comme des troubles d'éjaculation chez les hommes, des anomalies de sperme qui vont se corriger au test de migration survie, des problèmes de glaire, donc pareil, ça revient un peu sur les patientes qui sont dites OPK, des troubles de l'ovulation. Évidemment, il me faut des trompes perméables parce que sinon le spermatozoïde n'y passe pas. Le principe est le même que l'induction d'ovulation. Là, cette fois-ci, on a tendance à déclencher puisque c'est plus facile de programmer après l'insémination qui a lieu 36 heures après le déclenchement. On en fait 6. La sécurité sociale nous permet d'en faire 6. Donc la surveillance échographique, quand on vous envoie des patientes pour des inductions simples ou des inséminations, vous allez les surveiller en écho. En général, on les associe à un bilan biologique. On va regarder plusieurs choses. Vous allez regarder l'endomètre et on va évaluer sa maturation grâce aux critères de Doherty. Le TOC de l'endomètre, c'est l'endomètre de type 1 avec l'image en triple feuillet. J'ai un liserie hyper-échogène, hypo, hyper et hypo. Et re-hyper. On va après avoir les types 2 quand on commence à avoir une maturation de l'endomètre, on a 50% d'hyperécogénicité. Et le type 3, c'est quasiment complètement hyperécogène, donc c'est souvent les endomètres de deuxième partie de cycle. On va mesurer l'épaisseur, toujours en coupe sagittale, la zone la plus épaisse, et en antéro-postérieur. L'idéal, c'est des endomètres entre 8 et 12 mm. Et on regarde le col. On regarde s'il y a de la claire aussi dans le col, puisque ça, évidemment, c'est un bon marqueur de l'imprégnation en œstrogène. Hop, donc là, on voit un endomètre qui est quasiment invisible, donc ça, c'était pendant les règles. Vous commencez à avoir le triple feuillet qui commence à apparaître, mais on a encore des zones un peu hyperéchogènes. Et là, on a le bel endomètre avec le triple feuillet, la glaire dans le col. Et ça, c'est la deuxième partie de cycle avec cet endomètre qui est complètement blanc et qui fait lutéiniser. On va regarder aussi du coup les ovaires. Dans les ovaires, on va compter nos follicules, parce que c'est un peu le principe, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la stimulation. On veut compter combien on a de follicules, et ce qui a été dit aussi précédemment sur les follicules qui risquent d'être matures et qui sont potentiellement ovulatoires. Donc on va mesurer les follicules, on va compter les follicules inférieurs à 10, entre 10 et 15, supérieurs à 15. La façon de les mesurer et de les compter, soit je balaye mon ovaire et je compte, soit je fais une acquisition 3D, je compte aussi, ou sinon on a après le comptage automatisé. Vous avez la mesure des follicules. On a plusieurs façons de le faire. Si j'ai un beau follicule bien rond, vous faites le grand axe. Si j'ai un follicule qui est un peu ovoïde, vous faites la moyenne des deux axes. Et sinon, toujours pareil, vous avez aussi le comptage folliculaire automatisé. Et dans le Douglas, je regarde si j'ai pas de liquide. Ça aussi, c'est toujours intéressant en stimulation. Si j'ai plein de liquide dans le Douglas ou péri-ovarien, est-ce que la patiente a ovulé? Où on en est éventuellement sur la stim? Donc là, vous avez un ovaire au repos complet. Hop, on commence à avoir un follicule qui apparaît, qui commence à grossir. Là, je vous ai montré sur ce follicule-là, on fait la moyenne des axes, on se retrouve à peu près à 17. C'est la même chose que si je l'avais pris en grand axe. Ça, c'est intéressant sur la mesure
d'essayer de trouver la mesure qui vous convient le mieux et aller vite, parce que quand vous avez des protocoles de FIV, vous en avez beaucoup à compter et à mesurer. Donc en 3D, c'est la même chose. Je fais mon acquisition et je mesure mon follicule, ou après vous avez l'acquisition, le comptage automatisé. Donc ça, c'était les hors FIV, donc l'induction simple, où vous avez grand max 1 ou 2 follicules. Donc c'est assez rapide comme échographie à faire. Et là, on va passer en FIV. Donc je vous ai remis un cas clinique. Là, c'était un couple que j'ai suivi à l'équipe d'Aix. Donc c'était un couple, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Elle fume. Elle a été opérée d'une appendicite et puis dans la foulée, on a enlevé un kyste de l'ovaire droit. Elle a des douleurs de règles et puis elle a eu un peu des comportements à risque plus jeune et on s'est retrouvé avec plusieurs infections à chlamydia. Lui, il n'a rien de particulier, il fait du sport, il n'a rien de particulier de son côté. Là, on peut se poser la question, c'est une infertilité qui est longue, ça fait quand même 3 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant, et on a quand même une chirurgie pelvienne et des infections génitales du côté de madame, donc on suspecte une atteinte tubaire. Donc le bilan qui avait été réalisé pour elle, j'avais recontrôlé son prélèvement, on avait fait pareil, le bilan d'infertilité, bilan hormonal, écho. Sérologie, j'ai pas fait l'hystérographie en première intention, compte tenu des antécédents, je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de souci. Et monsieur, son spermogramme. Hop. On s'est retrouvé à l'échographie avec un joli hydrosalpinx droit et un bilan hormonal qui était strictement normal du côté de madame. Et monsieur, on avait un sperme qui est correct avec une numération à 30, une mobilité un peu basse, une vitalité qui était correcte. Les formes typiques, normalement, étaient un peu basses aussi si on compte, parce que nous, à l'époque, c'était 30% de formes typiques. L'échographie que j'avais réalisée avait montré un hydrosalpinx qu'on voit là en coupe sagittale et en 3D et que vous retrouvez en coupe axiale ici. Et ses ovaires étaient sans particularité. Hop. Donc c'est une infertilité tubaire. On a fait une prise en charge cellio pour cette patiente et en fait elle avait 2 hydrosalpinx, donc on lui a enlevé les trompes. Et on a fait un arrêt tabac des 2 et les vitamines et passage en FIV. Donc les indications de la FIV, c'est évidemment l'obstruction tubaire en premier, les cas d'endométriose, les insuffisances ovariennes, mais ça on en a discuté aussi tout à l'heure, on se discute sur la FIV, les échecs d'insémination, les altérations du sperme sévères où on passe d'emblée en ICSI, et les infertilités inexpliquées. Donc le principe c'est le même, je vais stimuler mes patientes, je vais avoir plusieurs follicules, puisque je ne veux pas qu'un seul, sinon c'est pas intéressant, et 36 heures après je déclenche, les patientes passent au bloc opératoire, sont ponctionnées, on récupère les ovocytes, on met les ovocytes et les spermatozoïdes préparés en contact, on obtient des embryons et on retransfère ces embryons. Donc après, selon les équipes, soit vous transférez très précocement à J2, J3, soit on transfère à J5 au stade de blastocyte. On a 4 cycles de FIV autorisés par la Sécu, enfin pris en charge par la Sécu. Les différents protocoles, donc en fait, si je veux stimuler et avoir plein de follicules, je suis obligée de bloquer mon axe. Donc on a 2 types de façons de bloquer les axes, soit avec de l'agoniste à la LHRH, donc je vais désensibiliser mon axe et après je vais stimuler ma patiente. Donc en fait, vous pouvez avoir des patientes qui viennent en disant j'ai été bloquée en phase folliculaire, en phase lutéale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai fait mon blocage à J2 des règles ou j'ai fait mon blocage à J22. L'intérêt de le faire à J2 ou à J22, c'est souvent l'effet flare-up est moins important à J22, donc on a plutôt tendance à le faire en phase folliculaire. Il est long, ça me permet de désensibiliser pendant 15 jours et 15 jours après je stimule. J'ai un protocole court, je vais stimuler et je vais bloquer en même temps. On a 2 types d'agonistes. Les agonistes retard, ceux-là vous les connaissez aussi, surtout pour l'endométriose, mais on utilise beaucoup le décapeptyl 3 mg. Et après, vous avez l'agoniste court, type Cinarel, le DK01 pendant le blocage. Et après, on a les antagonistes, où là, on va stimuler, et selon les équipes, on bloque à S6 de façon systématique, ou on continue jusqu'à ce qu'on ait une croissance folliculaire, et dans un second temps, on bloquera. Dans tous les cas, le but, c'est d'avoir le maximum de follicules. Notre patiente, elle avait eu un protocole long avec un agoniste retard et en phase lutéale, et on l'avait stimulée avec de la FSH à 150 unités. Donc la surveillance échographique, concrètement, c'est un peu la même chose que celle que je vous ai expliquée sur l'induction simple. La seule chose, c'est que là, j'ai beaucoup plus de follicules. On va vous adresser des patientes, avant de commencer la stimulation, à des contrôles blocage. Donc ces contrôles blocage, c'est sur les agonistes, comme je vous l'ai dit, on fait des agonistes pendant 15 jours, elles sont bloquées et on contrôle, ou en début de cycle. Le but, c'est de savoir si j'ai le droit de stimuler cette patiente, si je n'ai pas de contre-indication à la stimulation. Après, vous rentrez dans le monitorage, et après, tout ce que vous allez dire dans l'échographie pourrait être intéressant pour le ponctionneur ou pour le transféreur. Donc avant la stimulation, l'échographie de fin cycle ou AJ2, sur les ovaires, on élimine un kyste. On peut réévaluer le compte des follicules en trop parce que des fois, ce n'est pas forcément fait dans des bonnes conditions et on a des patientes où on a des mauvaises surprises au moment où on va faire l'échographie de monitorage. Et
pour l'endomètre, on veut éliminer aussi une pathologie endocavitaire, un polype qui est passé inaperçu, et une grossesse. Évidemment, on ne va pas stimuler une patiente qui est enceinte. La fin de cycle, donc là, toujours pareil, vous retrouvez avec l'endomètre qui est lutéinisé, qui est plus épais. L'intérêt, c'est de faire après une écho 3D sur cet endomètre pour éliminer une pathologie endocavitaire. Et après, vous revoyez vos ovaires et vous réévaluez cette réserve ovarienne. Le contrôle du blocage, c'est souvent des patientes qui ont eu des règles du coup et qui ont un endomètre qui est complètement au repos, avec des ovaires qui sont au repos. Donc la surveillance de l'échographie, toujours pareil, l'endomètre, je voudrais qu'il soit entre 8 et 12 mm. L'intérêt, c'est que les taux de grossesse en dessous de 8 commencent à baisser, ils sont quasiment rares à 6 mm. Quand ils sont supérieurs à 12 mm, il faut surtout avoir le réflexe de pathologie endocavitaire, éliminer un polype qui peut éventuellement contre-indiquer le transfert, être obligé de faire une congélation de tous les embryons. Et la maturation est très importante là aussi, il faut savoir si on n'a pas une lutéinisation trop précoce de l'endomètre, qui là aussi pourrait conduire à une congélation de tous les embryons. Sur les ovaires, les critères de déclenchement, donc on va tous les mesurer, donc soit grand axe, soit moyenne, soit l'automatisé. Le but, c'est de savoir quand est-ce qu'on va les déclencher. En moyenne, c'est entre 16 et 20 mm. Ça, c'est pareil, ça varie un peu en fonction des équipes. Et on va commencer à déclencher à 3 follicules, supérieur à 3 follicules, mais c'est aussi la même chose, ça varie. Si vous avez une patiente que vous suivez qui a une insuffisance ovarienne sévère, que vous avez réussi à la stimuler, vous en avez un, ben vous allez y aller quand même. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui varie en fonction des équipes. Et pareil, si on a du liquide péri-ovarien, c'est intéressant parce que ça peut laisser suspecter une hyperstime qui commence un peu à se mettre en place. Donc là, je vous ai montré les différentes étapes. Donc on a un endomètre qui commence à pousser, il est un peu type 2. On a les follicules qui commencent à apparaître sur les ovaires. Là, on avance toujours dans la stime. Donc là, vous voyez, l'endomètre commence à devenir plus joli avec un aspect triple feuillet. Toujours pareil, j'ai des ovaires qui continuent à grossir. Là, on est en fin de stimulation. Vous voyez déjà les ovaires en dessous de l'utérus commencent à être très volumineux. On a un endomètre qui est en triple feuillet avec un petit peu d'hydrométrie à l'intérieur et la glaire dans le col. Donc on a une bonne imprégnation en œstrogène. Et là, c'est pour vous montrer une vidéo de follicules en fin de stimulation. Donc la patiente, elle allait être ponctionnée. On va essayer de dépister des éventuelles difficultés à la ponction. En fait, c'est des ovaires surtout qui intéressent les ponctionneurs. Donc nos ovaires, savoir s'ils sont visibles. C'est-à-dire que je pose l'intérêt dans les stimulations, surtout FIV, c'est que des ovaires, ils vont quand même quasiment tripler de volume. Donc ils vont tendance à tomber dans le cul-de-sac, donc ils sont assez accessibles lors de la ponction. Mais on peut se retrouver avec des patientes avec des ovaires qui sont très hauts, qu'on ne voit pas. On est obligé de les passer par voie abdo, elles sont obligées de pousser, d'appuyer sur le ventre. Donc c'est toujours intéressant de prévenir le ponctionneur qu'on a des ovaires qui sont probablement très hauts, qu'on va avoir du mal à ponctionner, voire même pas du tout les ponctionner en fonction de la localisation. Ils peuvent être aussi très rétro-utérins et donc on soit obligé d'être transfixion et de passer à travers l'utérus pour pouvoir ponctionner. Donc ça, on essaie d'éviter au maximum, on ne le fait pas. Où on a des ovaires qui sont fixés et malgré la pression, on n'arrive pas à les faire descendre. Donc ça, à la fois c'est intéressant pour la patiente parce que déjà elle se prépare que peut-être qu'il y a un ovaire, on n'arrivera pas à l'avoir. Et pour le ponctionneur, au moins il sait, et l'anesthésiste, il sait comment les choses peuvent s'organiser pendant la ponction. Les kystes d'endométriose aussi, les localiser, les mesurer, on évite de les traverser pendant la ponction, on évite de les ponctionner puisque c'est à haut risque infectieux. Et au niveau utérin, on a tout ce qui est utérus polyfibromateux ou qui vont pareil, soit refouler l'ovaire ou se retrouver avec des ovaires qui sont des utérus difficiles à mobiliser, donc on va avoir du mal à passer avec la sonde pour ponctionner. Donc ça, c'était pour vous montrer des images d'endométrium. Vous voyez, là, on a l'ovaire, l'utérus qui est encadré d'endométrium. Et ici, on avait une couronne de follicules qui ont poussé. Donc concrètement, si on doit la ponctionner, elle, de toute façon, on est obligé de traverser les endométriums, voire les ponctionner, et après d'aller récupérer les follicules. Dépister aussi tout ce qui peut être contre-indiqué au transfert ou les difficultés du transfert. Nous, ce qui nous inquiète tous, c'est l'hyperstimulation ovarienne, où dès que la patiente va être ponctionnée, on va avoir un très nombre d'ovocytes, c'est de savoir si on va la transférer ou si on congèle tout et on fera un TEC en second temps. L'endomètre, c'est de vérifier si on n'a pas de polype, de myome ou de synéchie d'adénomiose. Bon là, tout le monde va me dire, mais normalement, sur le bilan, on aurait déjà dû le voir. Oui, je suis d'accord, mais des fois, on a des surprises. Sur l'utérin, c'est de voir un peu le trajet utérin qui est un peu, on a des ovaires qui sont pliants, des utérus qui sont un peu pliés, des utérus qui sont fixés par l'endométriose, donc on peut avoir des trajets un peu particuliers. Alors là, c'est intéressant dans les bilans, c'est dans le cadre de l'hystérosonographie, justement, c'est des trajets que vous pouvez évaluer grâce à la sono, et donc de prévenir aussi le transféreur qui a un col en chicane, qu'il faut appuyer pareil sur le ventre pour pouvoir passer, et ainsi de suite.
Là, je voulais vous montrer des cas. Donc, du coup, ce qui était intéressant sur cette dame, c'était une patiente qui avait un OPK et déjà, j'avais du liquide qui était péri-ovarien avant la ponction. Donc, celle-là, un peu inquiet. Pareil, là, on a des gros ovaires d'OPK stimulés. Là, c'était une patiente qui avait une adénomiose. Donc, la seule chose qui est intéressante, enfin, c'est pas intéressant, mais c'est de prévenir les patientes que l'adénomiose, malheureusement, n'a pas grand-chose pour elle et que ça diminue les taux de grossesse, mais qu'on ne peut pas faire grand-chose. Là, c'est les fibromes qui a été. Là, c'est pareil, ça, c'est un fibrome qui avait été découvert en cours de stimulation. Et là, le polype qu'on avait découvert en cours de stimulation, on avait annulé la tentative, j'avais fait une sono et en fait, il faisait 2 cm, donc on l'a réséqué, les embryons ont été congelés et elle a été transférée en congelé et elle a été enceinte. Et là, c'est une synéchie. Donc notre patiente, elle a été ponctionnée, elle a eu 12 ovocytes, on a obtenu 4 embryons, on a transféré un embryon à J5, malheureusement, pas de grossesse. Donc elle est passée en transfert d'embryon congelé. Donc là, on a 3 types de protocoles. On a le protocole en cycle spontané, en cycle stimulé ou en THS. Donc cycle spontané, c'est je la laisse ovuler, je la surveille, elle ovule, je transfère. En cycle stimulé, c'est un peu comme les inductions simples avec de la FSH. Ou en THS, donc c'est le traitement hormonal qu'on donne chez toutes les femmes ménopausées, donc le œstrogène, utrogestan. Donc le principe est de déterminer la fenêtre d'implantation. On les monitore évidemment en échographie et prise de sang tout le long. L'intérêt du THS essentiellement, c'est de regarder l'endomètre, les ovaires, ils sont bloqués. Normalement, il n'y a pas de kyste, il n'y a rien à regarder. Vous mettez un coup de sonde sur l'endomètre. Et donc la patiente a été transférée à J1 d'un embryon à J5. Donc là, vous voyez le transfert sous écho. Ici, on voit le cathéter et le petit nuage. Et elle a eu un beau petit bébé. Bon, voilà. Merci à tous.